L'Italie est prisonnière d'un paradoxe cruel. C'est la troisième économie de la zone euro. Elle possède des marques mondialement reconnues: Ferrari, Prada, Armani, Barilla. Son industrie manufacturière est la deuxième d'Europe après l'Allemagne. Ses exportations de produits de luxe dominent les marchés mondiaux. Et pourtant, l'Italie ne peut pas croître. Depuis l'adoption de l'euro en 1999, l'économie italienne stagne. Le PIB par habitant italien en 2025 vient tout juste de retrouver son niveau de 2007, avant la crise financière. Pendant ce temps, le reste de la zone euro a progressé de 12%. Les salaires réels italiens n'ont pas augmenté depuis 1991. 3 décennies sans amélioration du pouvoir d'achat. C'est un désastre économique sans précédent pour un pays développé en temps de paix. Pour comprendre pourquoi l'Italie est condamnée à cette stagnation, il faut comprendre la malédiction de la lire et comment l'euro a transformé cette malédiction en piège mortel. Avant l'euro, l'Italie avait un outil de compétitivité redoutable, mais controversé. La dévaluation compétitive. Pendant des décennies, l'économie italienne fonctionnait selon un modèle simple. Les coûts de production augmentaient plus vite qu'en Allemagne ou en France à cause d'une productivité plus faible et d'une inflation plus élevée. Mais au lieu de s'attaquer aux problèmes structurels, l'Italie dévaluait simplement la lire. En 1992, face à une crise économique majeure, l'Italie est sortie du système monétaire européen et a laissé la lire plonger. Entre août 1992 et mars 1993, la lire a perdu plus de 50% de sa valeur par rapport au Deutsche Mark et au dollar. Cette dévaluation massive était dramatique pour le pouvoir d'achat des Italiens qui voyaient leurs importations doubler de prix du jour au lendemain. Mais elle a restauré la compétitivité de l'industrie italienne. Les produits italiens sont redevenus bon marché pour les acheteurs étrangers. Les exportations ont explosé. Après une récession brutale en 1993, la croissance est revenue à plus de 3% en 1995. Cette stratégie de dévaluation était l'arme de dernier recours de l'Italie. Chaque fois que la compétitivité se dégradait trop, que les coûts augmentaient trop, que l'inflation rongeait les marges des entreprises, l'Italie appuyait sur le bouton d'évaluation. C'était un mécanisme d'ajustement automatique qui permettait de corriger les déséquilibres sans avoir à faire des réformes structurelles douloureuses. Mais cette facilité avait un coût. Elle créait de l'inflation récurrente. Elle décourageait les investissements à long terme. Elle empêchait la modernisation de l'économie. Les entreprises italiennes savaient qu'elles pourraient toujours compter sur une dévaluation pour restaurer leur compétitivité. Alors pourquoi investir dans la productivité ou l'innovation? C'était une drogue économique. Elle soulageait les symptômes immédiats, mais aggravait la maladie sous-jacente. Les partenaires européens de l'Italie, particulièrement la France et l'Allemagne, étaient furieux de ces dévaluations compétitives. Quand la lire s'effondrait, les produits italiens devenaient soudain beaucoup moins chers que les produits français ou allemands. Les constructeurs automobiles italiens comme Fiat gagnaient des parts de marché au détriment de Renault ou Volkswagen. C'était perçu comme de la triche, une forme de guerre commerciale déguisée. La France a même exigé des mesures protectionnistes temporaires contre les importations italiennes après la dévaluation de 1992. Cette expérience traumatisante pour les partenaires européens a renforcé leur détermination à enfermer l'Italie dans une union monétaire où la dévaluation serait impossible. Quand l'euro a été lancé en 1999, l'Italie a fait des efforts budgétaires héroïques pour respecter les critères de Maastricht. Le gouvernement Prodi a imposé une austérité brutale. Des impôts exceptionnels ont été créés. Les dépenses publiques ont été coupées. L'Italie a réussi à réduire son déficit et à qualifier pour la zone euro. Mais le taux de conversion entre la lire et l'euro a été fixé à 1936,27 lire pour 1 euro. Certains économistes pensent que ce taux surévaluait la lire. L'Italie entrait dans l'euro avec un handicap de compétitivité de départ. Et surtout, elle perdait définitivement l'arme de la dévaluation. Les premières années dans l'euro ont semblé positives. Les taux d'intérêt sur la dette italienne ont chuté spectaculairement. Avant l'euro, l'Italie payait des taux d'intérêt très élevés à cause de l'inflation et du risque de dévaluation. Avec l'euro,
Les marchés considéraient la dette italienne presque aussi sûre que la dette allemande. Les taux ont convergé. Le coût du service de la dette publique italienne a diminué de plusieurs points de PIB par an. C'était un soulagement fiscal majeur. Mais cette baisse des taux masquait un problème fondamental. Sans la possibilité de dévaluer, l'Italie devait maintenant être aussi productive et compétitive que l'Allemagne. Elle ne l'était pas et ne l'est toujours pas. Depuis 1999, les coûts salariaux unitaires italiens ont augmenté d'environ 40%. Dans l'Union européenne moyenne, ils n'ont augmenté que de 28%. En France, 32%. En Allemagne, seulement 18%. Cet écart de 40 contre 18 avec l'Allemagne est dévastateur. Il signifie que produire en Italie est devenu progressivement beaucoup plus cher qu'en Allemagne. Avant l'euro, ce problème aurait été corrigé par une dévaluation de la lire. Mais dans l'euro, il n'y a pas d'échappatoire. L'Italie perd inexorablement en compétitivité. Cette perte de compétitivité se traduit par une hémorragie de parts de marché à l'exportation. Entre 1995 et 2005, l'Italie a perdu près de 50% de ses parts de marché à l'exportation mondiale. Sa part dans les échanges mondiaux en valeur a diminué d'un tiers. Les exportations italiennes continuent d'exister, certes, mais elles croissent beaucoup moins vite que celles de ses concurrents. Dans un monde où l'Allemagne et la Chine dominent les exportations manufacturières, l'Italie est progressivement marginalisée. Sans dévaluation possible, l'Italie devrait normalement faire ce qu'on appelle une dévaluation interne. Baisser les salaires nominaux, réduire les coûts, augmenter la productivité, devenir plus compétitive de l'intérieur. C'est théoriquement possible, mais extrêmement difficile politiquement et socialement. Baisser les salaires nominaux provoque des révoltes sociales. Les syndicats italiens sont puissants et combatifs. Le marché du travail italien est rigide avec des protections de l'emploi parmi les plus fortes d'Europe. Licencier des travailleurs permanents est extrêmement difficile et coûteux. Les entreprises italiennes sont coincées avec des structures de coûts non compétitives qu'elles ne peuvent pas ajuster rapidement. La productivité italienne est le vrai problème structurel. Depuis 2000, la productivité par personne employée en Italie a baissé de 6%. C'est une performance catastrophique. Dans une économie saine, la productivité augmente constamment grâce aux investissements, à l'innovation, à l'amélioration des processus. En Italie, elle recule. Pourquoi ? Parce que l'investissement productif s'est effondré. Entre 2007 et 2015, le volume d'investissement productif en Italie a chuté de 30%. C'est un effondrement. Les entreprises italiennes n'investissent plus dans de nouvelles machines, de nouvelles technologies, de nouvelles usines. Sans investissement, pas de gain de productivité. Sans gain de productivité, pas de croissance. Pourquoi les entreprises italiennes n'investissent-elles pas ? Plusieurs raisons se combinent. Premièrement, l'incertitude économique et politique chronique décourage les investissements à long terme. L'Italie change de gouvernement tous les 18 mois en moyenne. Les politiques fiscales et réglementaires changent constamment. Aucune entreprise ne veut investir massivement dans un environnement aussi imprévisible. Deuxièmement, le système bancaire italien reste fragile malgré les améliorations récentes. Les banques italiennes ont accumulé des montagnes de prêts non performants après les crises de 2008 et 2012. Elles sont réticentes à prêter pour financer des investissements productifs. Troisièmement, le fardeau réglementaire et bureaucratique italien est écrasant. Créer une entreprise, obtenir des permis, gérer les relations avec l'administration prend un temps et coûte une énergie considérable. La structure de l'économie italienne aggrave le problème. L'Italie est dominée par des petites et moyennes entreprises familiales. Ces PME sont souvent excellentes dans leur niche. L'Italie a de nombreux champions cachés, des entreprises moyennes qui dominent des marchés de niche spécialisés. Mais ces PME ont du mal à grandir et à se transformer en grandes entreprises globales. Le capitalisme familial italien résiste à l'ouverture du capital à des investisseurs extérieurs. Les familles veulent garder le contrôle. Résultat, les entreprises italiennes restent sous-capitalisées et ne peuvent pas faire les investissements massifs nécessaires pour concurrencer à l'échelle mondiale. La dette publique italienne est l'autre boulet. À 137% du PIB, c'est la deuxième plus élevée d'Europe, après la Grèce. Cette dette colossale, de près de 3 000 milliards d'euros,
absorbe des ressources massives. Le service de la dette, les intérêts payés chaque année, représentent environ 80 milliards d'euros. C'est de l'argent qui ne va pas dans l'éducation, les infrastructures, l'innovation. Cette dette a été accumulée pendant les années 70 et 80, quand les gouvernements italiens dépensaient sans compter en empruntant à des taux d'intérêt très élevés. Même si l'Italie dégage maintenant un excédent primaire, c'est-à-dire un surplus avant paiement des intérêts, elle ne peut pas réduire sa dette à cause du poids des intérêts. C'est un piège. La démographie italienne est catastrophique. L'Italie a l'âge médian le plus élevé d'Europe, 48 ans. La population italienne diminue. Le solde naturel est négatif depuis 2006 et se creuse chaque année. L'émigration de jeunes diplômés n'est pas compensée par l'immigration. Les jeunes Italiens, talentueux, partent chercher des opportunités ailleurs, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis. L'Italie perd ses meilleurs cerveaux. Pendant ce temps, la population vieillit rapidement. Il y a de moins en moins de travailleurs actifs pour soutenir de plus en plus de retraités. Le système de retraite italien est sous pression massive. Les réformes ont repoussé l'âge de départ, mais ce n'est pas suffisant. Le vieillissement pèse sur la compétitivité et sur la soutenabilité des finances publiques. Les disparités régionales italiennes sont extrêmes. Le nord de l'Italie, autour de Milan, Turin, Venise, est riche, industrialisé, productif. C'est une économie moderne comparable à l'Allemagne du Sud ou à la Bavière. Le sud de l'Italie, le Mezzogiorno, est pauvre, sous-développé, affligé par le chômage massif et la présence de la mafia. Le taux de chômage en Lombardie au nord est de 4,8%. En Campanie au sud, c'est 17,1%. C'est trois économies différentes dans un même pays. Le sud tire vers le bas les statistiques nationales. L'État italien a abandonné les efforts pour réduire ces inégalités dans les années 90, concentrant les investissements sur les régions les plus fortes. Entre le début des années 2000 et 2017 à 2019, les investissements publics annuels dans le Sud ont chuté de 50%. Cette fracture territoriale est une plaie ouverte qui empêche l'Italie de fonctionner comme une économie cohérente. La corruption et la fraude fiscale sont endémiques. Plus de 132 milliards d'euros de revenus sont cachés au fisc italien chaque année selon un rapport du Sénat de 2018. Cela représente un manque à gagner de plus de 38 milliards d'euros par an pour l'État. L'économie souterraine représente environ 20% du PIB. La mafia contrôle des secteurs entiers de l'économie, particulièrement dans le Sud. Cette situation pourrit l'économie italienne de l'intérieur. Les entreprises honnêtes qui paient leurs impôts et respectent les règles ne peuvent pas concurrencer celles qui fraudent. La confiance dans les institutions est érodée. L'efficacité économique est minée. Alors l'Italie peut-elle s'en sortir? La théorie économique dit que oui. L'Italie pourrait entreprendre des réformes structurelles massives. Flexibiliser le marché du travail, simplifier la bureaucratie, investir massivement dans l'éducation et les infrastructures, lutter contre la corruption, moderniser l'administration publique, encourager la consolidation des entreprises, améliorer la productivité. Si l'Italie faisait tout cela, elle pourrait retrouver la compétitivité et la croissance même dans l'euro. Mais la réalité politique est que ces réformes sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Chaque réforme affronte une opposition féroce. Les syndicats résistent aux réformes du travail. Les bureaucrates résistent à la simplification administrative. Les intérêts établis résistent à tout changement. Les gouvernements italiens tombent avant d'avoir pu achever les réformes. Le plan national de relance et de résilience financé par l'Union européenne représente 122 milliards d'euros d'investissement pour l'Italie. C'est une opportunité énorme. À l'été 2025, 63% de cette enveloppe avait été déboursée. Ces investissements dans la digitalisation, les infrastructures, l'énergie verte pourraient théoriquement relancer la croissance italienne. Mais la mise en œuvre est lente, entravée par les faiblesses structurelles de l'administration publique italienne. Les projets prennent du retard. Les fonds ne se transforment pas assez vite en investissements réels. L'Italie risque de ne pas utiliser pleinement cette manne européenne. La malédiction de la lire était la facilité de la dévaluation qui empêchait les réformes nécessaires. Le piège de l'euro est l'impossibilité de dévaluer sans la capacité de faire les réformes. L'Italie est coincée entre ces deux malédictions.
elle ne peut plus dévaluer pour restaurer sa compétitivité. Elle ne peut pas non plus réformer suffisamment vite pour devenir compétitive sans dévaluation. Le résultat est une stagnation permanente, une économie qui tourne mais ne croît pas, une population dont le niveau de vie n'augmente plus, des jeunes qui partent, des entreprises qui ferment ou délocalisent, une dette qui enfle, un futur qui se rétrécit. L'Italie pourrait-elle quitter l'euro? Théoriquement, oui. Un retour à la lire permettrait une dévaluation massive qui restaurerait immédiatement la compétitivité. Mais le coût serait catastrophique. Les dettes italiennes sont libellées en euros. Si l'Italie quittait l'euro et que la nouvelle lire s'effondrait, la dette deviendrait insoutenable. Les banques italiennes s'effondreraient. L'épargne des Italiens serait détruite. Ce serait un chaos économique et social. Aucun gouvernement italien responsable ne prendra ce risque. L'Italie est prisonnière de l'euro, pour le meilleur et pour le pire. L'Italie ne peut pas croître parce qu'elle a perdu l'outil de la dévaluation sans acquérir la flexibilité et la productivité nécessaires pour prospérer dans une union monétaire. C'est la malédiction de la lire qui continue de hanter l'économie italienne 25 ans après la disparition de la monnaie. L'Italie est condamnée à une stagnation séculaire à moins d'un miracle politique qui permettrait les réformes structurelles nécessaires. Mais ce miracle ne semble pas à l'horizon. Les Italiens continueront donc à voir leur niveau de vie stagner pendant que leurs voisins européens progressent. C'est une tragédie économique qui se déroule au ralenti sous nos yeux.